Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Pour entrer en transe, nul besoin d'hypnose ou de substance, le souffle suffit. Le souffle et la musique sont les éléments de base de la respiration holotropique. Respiration holotropique conçue pour nous emmener dans des états de transe qui permettent guérison personnelle et exploration de la conscience. Cette respiration se fait dans un cadre particulier qui garantit la sécurité des participants et favorise l'intégration de ce qui a été exploré. J'ai le grand bonheur de recevoir Bernadette Blin et Brigitte Chavas, les deux spécialistes françaises accréditées par le psychiatre Stanislav Grof, inventeur de la respiration holotropique. Bienvenue dans les virtuoses de la transe. Bonjour et bienvenue sur le plateau, Bernadette Blin, Brigitte Chavas. Merci d'être venue jusqu'ici. Et avant de commencer cette émission sur la respiration holotropique, on va revenir sur les bases. Quand ça a été inventé, par qui? Qui est ce Stanislav Grof? Alors, Stanislas Grof est un psychiatre qui a aujourd'hui 93 ans, toujours vivant, et qui a en fait été un pionnier dans les années 50 des premières explorations thérapeutiques du travail avec des substances psychédéliques. Donc c'était un psychiatre tchèque qui vivait à Prague et qui a commencé à faire des travaux de recherche assez conséquents. Et du coup, il a été invité aux États-Unis, puis il a été invité à prendre un poste aux États-Unis, donc dans les années 60, 64, 67, enfin 2 étapes. Et là, il a dirigé des recherches, notamment avec le LSD. Et puis en 13, enfin un peu plus tard, disons pas tout à fait une dizaine d'années plus tard, les substances psychédéliques ont été interdites et tous les travaux de recherche se sont arrêtés, mais de façon extrêmement brutale. Donc tout ce qu'il faisait, il était à Baltimore, dans le Maryland, tout s'est arrêté malgré des résultats tout à fait positifs. Et c'est ça qui progressivement l'a amené à élaborer sur en prenant en compte tout ce qu'il avait pu observer, quoi. Et puis en regardant aussi ce qui se passait dans la mémoire de l'humanité, que il y avait d'autres manières d'entrer dans des états de conscience plus profonds, et notamment tout ce travail sur le souffle. Donc c'est assez étonnant de penser que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes dotés de poumons et de la volonté de respirer, et que chacun d'entre nous, on peut se mettre dans un état de transe de façon tout à fait naturelle. Tout à fait naturelle, induite ou spontanée même parfois. Oui, c'est vrai aussi. Voilà. Bon, mais il y a différentes manières d'entrer en transe. C'est une des portes d'entrée de la transe, celle de la respiration. Et donc il a progressivement élaboré cette technique. Ça s'est fait en plusieurs étapes, qui combine finalement une forme de respiration intensive, on va dire, assez intense, une surventilation, et puis un support musical qui répond à des critères, enfin une vague musicale qui fait sur la durée de la séance avec des types de musique qui s'enchaînent et qui correspondent à des moments spécifiques. Enfin, je vais peut-être pas rentrer dans le détail. Dévoilez les souvenirs enfouis de vos vies antérieures grâce à une séance d'hypnose à mes côtés. Rejoignez-moi pour une soirée extraordinaire en totale immersion sonore à la découverte de vos vies passées. Vivez la libération de vos mémoires karmiques qui entravent votre liberté et votre épanouissement, ou reconnectez-vous à des capacités ou des dons que vous aviez dans d'autres vies. Je serai présent au Mans, à Cholet, Lorient, Brest, Colmar, Metz, Montpellier, Cagnes-sur-Mer, La Rochelle, Bayonne et Bruxelles. J'espère sincèrement vous rencontrer et vous faire voyager dans les mémoires du temps. Réservez votre place pour cet événement organisé par ABC Talk dans les liens à votre disposition.
Quand on est comme ça, enfin, je veux dire, quand on n'est pas thérapeute ni rien et qu'on veut faire de la respiration holotropique, on peut s'inscrire à des stages qui durent 1 journée ou qui durent 2 jours. Est-ce que, du coup, Brigitte, vous pouvez simplement nous raconter comment se déroulent ces 2 jours? Alors, le mouvement est simple. Il s'agit d'accueillir les personnes, de les mettre ou de les aider à se mettre dans un état d'accueil pour elles-mêmes et pour ce qui va se passer, de solliciter ou inviter le corps, puisque c'est une expérience qui est dans le corps d'abord. Donc, un accueil, une mise en sécurité, une mise en confiance, un temps pour que le groupe se fasse, pour que les personnes se sentent avec, elles se sentent ensemble. Selon le temps du stage, 1 journée, 2 jours, plus de jours, ça va prendre des proportions différentes, bien sûr. Mais tout ça est important. Poser un cadre aussi, un cadre qu'on va partager tous ensemble. Ce cadre est très simple, très efficace, hein, c'est-à-dire la première chose c'est confidentialité, que les gens soient tranquilles, que rien ne sera exporté. Aussi le non-passage à l'acte violent ou sexuel. Tout peut être contacté, mais tout ne peut pas être agi. Hein. Et puis rester jusqu'au bout dans la salle ou dans le groupe. Voilà, ça c'est le cadre. Et ensuite, il y a souvent un moment, c'est là ou c'est à un autre moment, où on explique ce qui va à peu près se passer pour apaiser aussi le mental, qui a beaucoup de questions. Et puis, la constitution de duo, puisque la plupart du temps, la respiration holotropique se pratique en duo, une constitution de duo. Donc en fait, il y a quelqu'un qui va respirer, qui va avoir cette séance, pendant que l'autre va être son gardien. C'est ça, le gardien qui va offrir une présence importante. Pour certaines personnes, cette expérience est très touchante aussi, parce que du coup, on est spectateur et participant de toute la transe d'un groupe. Et puis donc, dans le deuxième temps, les rôles sont échangés. Voilà. Il y a l'expérience de respiration et on donne aussi du temps pour le retour de l'expérience, pour que les personnes ne rentrent pas chez elles, si c'est sur une journée, ou ne quittent pas la pièce. Alors, du coup, la respiration, la session dure 3-4 heures, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Chacun va être en transe, enfin, en tout cas, avec le démarrage, avec la respiration et la musique, mais va passer quand même un temps important dans cette transe. Et la transe peut être relancée en re-respirant. C'est-à-dire, oui, le temps de respiration, de surrespiration, là, ça dure un petit temps au départ de la séance, qui est différent selon les personnes. Certaines personnes respirent pendant 2 minutes de cette façon intense, d'autres pendant 30 minutes, peu importe. Mais en tout cas, elle n'est pas faite pour durer, hein, puisque l'expérience, la transe va s'ouvrir et va se continuer comme ça. Parfois, on peut reprendre, comme vous le dites, le souffle pour réactiver le processus. Et effectivement, selon les contextes, le temps normal, c'est normal entre guillemets, hein, le temps, c'est 3-4 heures. Dans certains autres contextes, on diminue un peu la durée de la musique, en fait, qui soutient la transe. Donc cette musique va être composée d'une vague, donc il y a d'abord une vague assez rapide pour insister à respirer fort. C'est des étapes, bon, nous on met ça en 4 phases qui vont répondre à différents besoins. Bon, le premier temps, c'est un temps pour soutenir justement cette fameuse respiration intense. Et donc, c'est une musique qui va parler au corps, ce sont des percussions, c'est voilà, des musiques rythmées, dynamiques, qui soutiennent l'énergie. C'est ça qui est vraiment très important, voilà, dans cette première phase. Ensuite, on va rentrer dans une phase de musique beaucoup plus émotionnelle, qui vont ouvrir l'espace émotionnel, qui vont permettre de rencontrer ce qu'on peut avoir éventuellement à rencontrer, et dans des choses comme ça assez intenses, assez éventuellement dramatiques ou profondes. Enfin, bon, il y a quand même beaucoup de types de musique. Bon, dans un troisième temps, on va rentrer dans une phase de musique quand même déjà un peu intégrative. Et en même temps, c'est la phase où nous, on aime beaucoup mettre pas mal de musique ethnique qui peuvent avoir encore du rythme parce qu'il y a encore des choses peut-être à vivre et à soutenir, à réveiller, etc. Voilà. Et puis ça fait transition avec la dernière partie où là c'est des musiques de relaxation, de méditation, des musiques calmes, douces, je sais pas, de la harpe, des flûtes, des chants très doux, bon, qui facilitent l'atterrissage. Voilà. Alors l'atterrissage, ça veut dire qu'on a décollé, et si on a décollé, c'est qu'on a visité des territoires de la conscience.
Qu'est-ce qui se passe alors pendant ces fameuses séances? Alors on a ce livre Guérir l'ego, révéler l'être, qui raconte vraiment effectivement les étapes de la respiration holotropique, les territoires de la conscience qu'on peut visiter. Il y a beaucoup aussi pas de témoignages, mais en tout cas d'histoires qui sont de participants en fait. Et de témoignages. Et de quel territoire ils vont visiter. Donc quels sont ces territoires? Mais surtout, avant de parler de ces territoires, on est un peu comme ça guidé dans la transe par ce qu'on appelle le fameux guérisseur intérieur. C'est le titre de notre émission. C'est quoi cette force? Vers quoi elle nous conduit? C'est quoi ce guide intérieur? Je pense qu'on peut le nommer de tas de façons. On en fait surtout l'expérience, c'est-à-dire quand le mental peut se mettre de côté, et c'est ce à quoi servent la respiration et la musique, le corps et l'être semblent rencontrer d'autres parts de lui-même. Et comme s'il y avait une sorte de radar intérieur, d'intuition, de guérisseur, oui, qui guide l'expérience elle-même. Et pour beaucoup de personnes, l'expérience, ça va être lâcher le mental, lâcher les idées, lâcher les pensées, pour laisser parler ce guérisseur. Certains l'appellent l'intuition, d'autres l'appellent radar. Je ne sais pas ce qu'on peut appeler. On l'appelle aussi l'intelligence profonde ou intelligence supérieure, enfin, pas dans le sens supérieur, pas dans le sens d'un jugement, mais disons plus connecté que l'intelligence, disons, habituelle à laquelle on est. Donc on peut venir avec une question, on peut venir avec une intention, on peut poser une intention avant cette transe, mais finalement c'est ce mystérieux radar qui va nous conduire à vivre des expériences. C'est en tout cas ce qu'on souhaite pour les gens et c'est comme ça qu'on les accompagne. On peut avoir une intention, bien sûr, on peut venir avec un projet, mais ils peuvent être nommés, ça va aider à être là. Mais au moment de la transe, il s'agit de lâcher prise, de lâcher tout ça et de s'en remettre à ce guérisseur, à cette intelligence et de dire oui à ce qui vient. C'est le non qui pourrait bloquer quelque chose. Mais tant qu'on peut dire oui à ce qui vient de manière parfois très surprenante, quelqu'un vient pour se mettre en colère et il rit, quelqu'un vient pour pleurer et il prie, enfin tout est possible. Et s'il y avait encore suffisamment de mental pour dire mais non, je ne veux pas ça, ça pourrait ralentir beaucoup l'expérience. Oui, je trouve que c'est important comme ça de préciser parce que moi je dis toujours aux gens, mais oui, bien sûr que vous venez avec une intention, ils viennent bien pour quelque chose, ils viennent pas. Bon. Donc ils ont quelque chose qui les met en mouvement, sauf que parfois ils se sont inscrits très longtemps avant, mais la situation de leur vie a changé. Mais qu'est-ce qui est présent? Et parler de l'intention, ça rend conscient aussi là où ils sont, ça rend conscient un peu ce qui les habite. Bon, mais au moment de l'expérience, lâcher le vouloir, lâcher le programme, faire confiance. Groff, il dit tout le temps, faites confiance au processus. Même si vous comprenez pas ce qui se passe, faites confiance au processus. Ce radar, cette intelligence, elle en sait bien plus que vous. Donc, acceptez donnez-lui les commandes pendant un temps. Ça veut dire que le mental, avec tout ce qu'il croit savoir, comprendre, bon, parfois ça peut être vrai, mais il y a des vérités plus vastes et des explorations beaucoup plus vastes. Donc, l'intention, oui. Un programme, non. Un objectif, non. Donc il peut se créer une sorte de surprise, puisque justement on est guidé par ce guérisseur intérieur. Exactement. Sinon, il n'y a pas de place pour la surprise. Le mental, il est stratégique. Donc on a l'impression que c'est cette intelligence quand même qui nous dirige. Comment ça se passe par rapport à l'inconscient alors? Est-ce que c'est des choses de toute façon qui sont inconscientes, qui vont remonter à la surface? C'est quoi le rapport? En fait, ça ouvre l'espace. Dès qu'on peut lâcher prise, dès qu'on peut lâcher le mental et notre appropriation égotique comme ça, il y a un espace plus vaste qui s'ouvre. Alors, dans cet espace plus vaste, il peut être décrit de différentes manières, mais il ouvre sur l'inconscient, bien sûr. C'est-à-dire que ce qui va venir peut être tout à fait conscient, ça peut être quelque chose dont on a conscience, puis ça peut être quelque chose de complètement surprenant. C'est le plus souvent le cas. Les surprises pullulent dans un stage de respiration holotropique, comme dans tous les milieux de transe. Hein. Donc, oui, l'inconscient est là, c'est-à-dire que ce qui est rétréci, refermé dans l'ego, le mental, en se relâchant, ouvre l'espace à une infinité d'expériences qui sont plus proches de l'être, qui sont plus proches du corps aussi, de la mémoire du corps, de l'inconscient donc, qui sont plus proches d'expériences subtiles. Mais l'inconscient, quel inconscient on devrait dire? Oui. Hein? Parce que si on a
la vision de l'inconscient comme l'inconscient freudien, moi, c'est ce que j'appelle un peu... des gens sont peut-être pas d'accord, mais moi, je dis souvent, c'est l'inconscient poubelle, dans lequel on a mis tout ce qui pouvait être dérangeant. Donc, bien sûr, ça va se remanifester. Mais il y a aussi l'inconscient jungien, l'inconscient collectif, l'inconscient qui ouvre quand même sur des espaces beaucoup plus... riches, et qui sont des espaces transpersonnels, des espaces ressources. Donc tout ça, on a accès à tout ça. Donc il y a cette notion de l'inconscient dans son sens le plus large, avec des choses éventuellement difficiles de l'ordre de l'ombre, mais aussi beaucoup aussi de choses de l'ordre plutôt de la lumière et de l'ouverture, disons, à des dimensions spirituelles, par exemple. Quels sont donc ces territoires de la conscience qu'on va aller visiter? Il y a d'abord la biographie de la personne. Oui. Ça, et dans la biographie, ça peut être, on dit l'inconscient, mais parfois les gens revivent des choses qui sont tout à fait de l'ordre du connu, mais qu'ils savent, mais qui se présentent et qui donc sont encore problématiques, et notamment parce que ça n'a pas été vécu dans le corps et dans l'émotion. Ça a pu être abordé en thérapie, mais pas de la manière dont on le propose là, et là, le corps intervient, comme disait Brigitte, c'est très important. Donc, ça a besoin d'être revisité pour qu'il y ait à la fois, comment je pourrais dire, comme une sorte de nettoyage, et en même temps aussi une expérience réparatrice, parce que ça, c'est très très important dans l'accompagnement. Par exemple, quelqu'un qui a manqué de contact, d'affectif et de tendresse, pouvoir être pris dans les bras à la fin d'une expérience difficile que la personne connaissait, ça inscrit autre chose. Voilà, ça c'est vraiment important aussi. Donc ça pose la question de la place du thérapeute, de la posture du thérapeute, qui est donc à la fois capable d'ouvrir le champ des possibles, on va dire, d'apporter son cadre de sécurité. Alors oui, aux États-Unis, en fait, ils parlent de facilitateur. Bon, nous on n'emploie pas tellement ce mot-là parce que c'est pas un mot qui a tellement cours en France. On pourrait. Mais moi, j'aime bien le réhabiliter parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est créer les conditions pour. Mais on dirige pas l'expérience du tout. Du tout. On accompagne. Nous, on dit souvent, on est un quart de pas derrière. C'est-à-dire qu'on n'oriente pas, mais on accompagne. Et en particulier, si je suis devant un obstacle, c'est difficile, nous, on est là, avec l'accord de la personne toujours, pour éventuellement passer ce cap, cet obstacle, et puis ouvrir sur autre chose. Mais sans avoir l'idée ça serait bien, par exemple, s'il y a un processus de naissance qui s'amorce, on n'a pas du tout l'idée que le processus, il doit aboutir. Peut-être que la personne est en train de vivre, c'est ça qu'elle a besoin de vivre, pas forcément que la naissance se déclenche complètement jusqu'au bout. Ça sera peut-être une autre fois. Donc c'est très important que on soit dans une ouverture totale à tout ce qui peut se passer sans prendre, nous, le pouvoir, quoi. On a la responsabilité d'installer un dispositif sérieux, sécure, accueillant, plein d'amour. Cette responsabilité-là. Et on a la responsabilité ensuite de faciliter l'expérience de la personne, de l'accompagner pour que l'expérience de la personne avance, mais sans qu'elle vienne de nous. C'est une posture de thérapeute qui peut se vivre dans plusieurs milieux, bien sûr. Mais c'est une posture magnifique de présence, en fait. C'est quand même très spécifique. C'est spécifique. Ouais. Donc vous formez avec le Césum, vous formez les thérapeutes, comment ils s'appellent, les thérapeutes holotropiens, non? Non, on les appelle les facilitateurs en respiration. Oui, je ne sais plus comment on les appelle, praticiens, je ne sais même plus. Praticiens en respiration. En tout cas, bon. En fait, c'est une formation très sérieuse qui dure 2 ans et qui est très complète. Alors, attendez, parce que là, je sens qu'on n'a pas fini. On a commencé sur la biographie, puis on a perdu le truc. Peut-être avant d'arriver sur la formation, on peut finir les territoires d'exploration. On les a pas encore abordés. En fait, on était sur la posture du thérapeute, les qualités requises. Donc, c'est pour ça que je parlais de la formation. Oui. Les qualités requises pour le thérapeute, déjà le facilitateur. Déjà. Donc, on en est à la formation, là. Oui, formation, posture. Donc, ce qu'on enseigne, surtout, Bernadette avec Nicolas en région parisienne et moi avec Jean-Frédéric en région lyonnaise, ce qu'on enseigne surtout, à part cette question de savoir installer un dispositif correct, c'est cette présence. C'est une qualité de présence. Une qualité de présence à des personnes qui sont en transe. Donc, ça veut dire que beaucoup de ce qu'on voit nous échappe. On voit beaucoup de choses, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc ça demande, tu parlais du quart en arrière, ça demande
une grande qualité de présence, puis aussi sans doute suffisamment d'expérience de transe soi-même pour pouvoir être en accord avec quelque chose, en harmonie, pour pouvoir vivre dans le respect ce qui est en train de se passer avec cette personne ou dans cette salle. C'est magnifique, hein, c'est une posture magnifique. Et des gens parfois plus débutants qui ont cette qualité de posture vont être meilleurs que des grands psys qui n'ont pas appris ça par des diplômes. Qui ont des idées sur les choses déjà préconçues. Ouais, c'est drôle parce que hier, j'avais au téléphone une personne là, qui a fait beaucoup de travail, qui est psychologue et qui va démarrer la formation. Et elle me dit, mais en fait, j'ai découvert la respiration holotropique proprement dite il n'y a pas très très longtemps avec une amie. Et elle me dit, mais ça m'a remis en question tout ce que je fais, alors qu'elle a fait quand même beaucoup de choses et des formations aussi assez expérientielles. Mais elle me dit, je me suis dit, mais il faut que je jette tout à la poubelle. On se calme. Mais bon, mais ça veut dire que ça propose quand même quelque chose aux gens, une nouvelle manière de travailler, et avec des outils et des ressources qui, quand même font avancer les gens quand même beaucoup plus vite, quoi. C'est pas une panacée. Moi, j'aime pas du tout rentrer dans le truc, la respiration holotropique, c'est mieux que ceci ou cela. Et je lui ai dit, mais vous savez, renoncez à rien de ce que vous faites, parce que de toute façon, on peut pas faire que de la respiration holotropique. Après, il y a tellement de choses à intégrer, donc c'est super d'avoir un accompagnement comme vous le faites, donc gardez surtout tout ça. Mais ça amène quand même un booster, quoi. Oui, c'est un accélérateur, en fait. Ouais, franchement, c'est sûr. Donc, ces matériaux qui sont dégagés, ces matériaux psychiques qui sont dégagés, donc ces territoires de la conscience, quels sont-ils? Alors, donc, on parlait de biographie. Il y a beaucoup d'expériences très corporelles, hein, c'est-à-dire où la personne rencontre son corps d'une autre manière. Soit une partie de son corps, soit comment l'énergie circule dans le corps. Enfin, il y a quelque chose là de basique et de central, nous le savons pour l'être humain, de comment il est dans son corps, quelle conscience il a de son corps. Et il y a beaucoup d'expériences autour de ça, qui sont parfois surprenantes pour les gens qui s'attendraient à voler dans l'espace ou à se transformer en lion, ce qui peut arriver aussi. Mais c'est vraiment corporel, très corporel. Hein, je me souviens d'une personne qui avait découvert son dos pour la première fois avec tous les muscles et puis tout ce qui pouvait se faire avec le dos, du haut jusqu'en bas, et c'était une expérience extraordinaire. Et donc, les mains aussi. Il y a les mains souvent. C'est tellement fréquent. Très souvent. Oui, les mains. Quel merveilleux instrument. Mais oui, c'est ça. Des gens qui ils disent j'ai quelque chose dans les mains. Ouais. Beaucoup de gens. Mais oui, on a tous quelque chose, mais la découverte en est magnifique. Donc il y a toutes ces expériences. L'émerveillement aussi du corps, en fait. Bah oui, c'est ça, la sensorialité, le plaisir, un corps vibrant, un corps vivant, vibrant, etc. Le plaisir. Donc tout ça, c'est beaucoup, et c'est quelque chose qui est souvent plus facile à intégrer dans la vie. Parce que c'est assez concret. On peut facilement mettre son attention dans le corps, dans la vie. Plus que dans le lion, si on est transformé en lion. Alors après, il y a aussi le corps qui va... Par exemple, il y a une douleur qui va se manifester. Il y a un récit comme ça dans votre livre. Il y a une douleur à la jambe. Quelqu'un qui est en transe sent une douleur à la jambe. Et finalement est plongé dans sa naissance où elle a été suspendue par le pied. Oui. Alors ça, c'est le corps comme porte d'entrée. Hein. Comme nous savons que tout est inscrit dans le corps, toute notre histoire est plus que ça. Parfois, une partie du corps ou une douleur dans le corps va être la porte pour tout un processus d'exploration, voire de guérison ou d'apaisement autour de cette douleur. Moi, je pensais aussi à un homme qui était attaché à un radiateur par son père quand il était enfant, pour qu'il soit sage, et qui avait retrouvé une sensation autour du poignet, et qui a retrouvé ses souvenirs qui étaient oubliés, et qui a fait tout un travail avec ça. Alors là, le guérisseur intérieur, comment il intervient? Donc la personne, elle est en transe, elle revit peut-être en tant qu'enfant le fait d'être attachée au poignet, et là, qu'est-ce qui se passe? Comment on arrive de la souvenance du trauma qui se réinvite physiquement à la transformation de ce trauma? Si on parle en gestalt thérapeute, on va aider la personne à achever une gestalt, c'est-à-dire quelque chose a eu lieu dans son enfance. Comme tu le disais, Bernadette, tout à l'heure,
je sais pas exactement les mots que tu as dit. Non, mais le besoin de revivre, de retraverser tout ça émotionnellement et de le vivre plus complètement. C'est-à-dire tout n'a pas pu être vécu. Par exemple, ce petit garçon n'a pas pu pleurer parce que s'il pleurait, il était puni, il se prenait des claques. Donc là, il s'agit d'accompagner la personne par la présence, à avancer dans l'expérience, à la revivre plus pleinement, avec l'émotion, avec la sensation, et peut-être à aller jusqu'à quelque chose d'apaisant ou de guérisseur. Ça se fait pas forcément en une fois, ça peut concerner plusieurs trans ou d'autres travaux en psychothérapie. En tout cas, il y a là quelque chose où on est avec la personne. Et parfois, on est peut-être un centimètre plus loin, mais la plupart du temps, on est un petit peu en arrière. Et on peut proposer quelque chose dans le corps. Donc alors, il ne faut pas non plus penser que la personne va retrouver cette sensation d'être attachée au radiateur pendant les 3 heures. Non. Il y a d'autres choses qui vont se manifester, d'autres histoires. Elle va peut-être visiter autre chose. Oui. C'est assez bizarre dans une respiration eutropique ou dans une transe, c'est que les expériences s'enchaînent sans qu'on y trouve de logique quand on les vit. Il n'y a pas de logique. Comme ça, je suis attachée à un radiateur et tout d'un coup, je vois un paysage de nature magnifique ou alors j'ai envie de rire. Oui, bah c'est aussi comme si le processus s'accomplit. Bon, on arrive à une résolution. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on va me dire comme ça. Enfin, quelque chose qui fait que la gestalt est bouclée. Et donc, ça ouvre sur autre chose. Alors, il se peut aussi qu'à ce moment-là, par exemple, la musique induise quelque chose. Parce que ça dépend à quel moment ça a lieu. Et puis, je sais pas, il y a une musique, je sais pas, des mantras, ou une musique religieuse, ou une musique n'importe quoi, dansante. Qui va... il y a un cri dans la salle. Voilà, ou qui va ouvrir un espace. Bon, enfin, ça, on sait pas, puis on s'en occupe pas tellement, parce que c'est ce qui se vit à l'intérieur de chacun. On ne le sait pas forcément à ce moment-là. On va peut-être le voir après quand ça va se parler, mais bon. L'expression corporelle en elle-même doit être libératrice aussi, en fait. C'est ça, oui, c'est ça. C'est la manifestation de l'émotion et corporelle. Oui, c'est ça. Ça, on va. Alors, par contre, ça, on va encourager. On va encourager à amplifier tout ça pour que tout ce que t'as pas pu dire, osé dire. Là, tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux cracher, tu peux vomir, tu peux dire des gros mots. Bon, ça, c'est vraiment très important qu'il y ait cet espace totalement soutenant de tout ce qui a besoin de se manifester, quelle que soit la nature, quelle que soit la... Et comme tu le dis, c'est un de nos rôles d'amplifier, d'amplifier parfois par le contact corporel, parfois par des mots, ou un contact corporel plus ou moins intense, pour aider la personne à ce que ça sorte, en quelque sorte, à ce que ça s'exprime, à ce que ça se libère. Mais c'est toujours fait avec l'autorisation de la personne. Oui, on demande toujours l'autorisation et on pose comme règle que rien ne sera fait sans leur autorisation. Ouais. Donc, donc on vérifie ça, on vérifie ça à chaque fois. Donc alors, il y a la biographie, mais il n'y a pas que la biographie, il y a d'autres territoires de la conscience. Alors dans la biographie, il y a quand même aussi la biographie périnatale, c'est-à-dire qu'on peut remonter assez loin. Oui. On l'appelle plus biographie, on l'appelle périnatale. D'accord, direct. C'est le domaine périnatal. Le domaine périnatal. Ça, c'est ce qui va concerner, je dirais, de la conception à la naissance. Bon, voilà. Incluse. Et oui, incluse. Donc là, il y a un registre assez riche, d'autant que c'est vraiment un domaine auquel on n'a pas accès. Enfin, consciemment, on va dire. Consciemment, quoi. Les processus thérapeutiques qui facilitent ça, c'est assez rare. Moi, c'est ça qui m'a amené quand même à vouloir découvrir la respiration holotropique, c'est de chercher quelque chose qui permettait d'aller contacter cette étape de notre vie, qui est quand même une étape primordiale. Oui, parce que là, vous avez une vocation très particulière, Bernadette, puisque les 20 premières minutes de votre vie, vous n'avez pas respiré. Et là, vous êtes bien rattrapée avec la respiration holotropique. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais bon, j'avais pas conscience de... Mais mais c'était à la fois une expérience personnelle, mais j'observais ça aussi chez mes patients, que y avait quelque chose autour de la naissance. Je le voyais, je l'observais, je le sentais, mais je n'avais pas d'outils pour ça. Parce que donc Stanislas, il parle de matrice, qu'il y en a plusieurs. Oui, et puis il a ouvert ce champ de recherche aussi beaucoup. En observant beaucoup ses patients dans les différents types de transes, il a repéré combien les personnes semblaient vivre des naissances ou des bouts de naissance, et il en a fait le cœur de
de sa vision de l'être humain, en fait. Oui, ce qu'on peut dire de Grof, c'est qu'il a amené donc un outil avec la respiration holotropique. Bon, ça on pourrait dire c'est le domaine appliqué, mais il a aussi fait une élaboration théorique à partir de ses observations, soit des séances avec le LSD, soit avec la respiration holotropique. Et c'est de là qu'il a décrit ces 4 matrices périnatales qui décrivent un peu le champ de tout ce parcours du périnatal, qui sont des étapes qu'on a vécues, biologiques, mais qui sont aussi des matrices psychiques qui vont déterminer notre façon de vivre les choses. Exactement. Notre histoire. On est comme on est né, on vit comme on est né. C'est la phrase que vous citez de lui dans le livre. Ouais. Comme si ça nous marquait véritablement. Oui, et c'est fondamental. Ben c'est pour ça qu'on emploie le mot matrice. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Parce que ça a l'air un petit peu flou. On se dit, moi, quand j'étais fœtus, c'était il y a vraiment très très longtemps. Je vois pas comment aujourd'hui ça pourrait encore m'affecter. Donc, est-ce qu'on peut avoir comme ça des exemples? Moi, par exemple, j'ai été 13 ans. J'ai eu une matrice 2. Donc, la matrice 2, c'est après cette sorte d'union océanique qui est parfois un enfer, hein, dans les premiers temps de la grossesse. Il y a le temps où les premières contractions commencent. Et là, c'est une phase d'enfermement. Et moi, cette phase a duré très longtemps pour moi. Et donc, c'est le début du travail, c'est le début pour du la travail. maman, hein, parce oui, qu'on appelle le travail. Et donc, d'abord, j'ai une très grande peur de l'enfermement. J'avais une très grande peur de l'enfermement, ça va mieux. Et puis, plusieurs fois, je me suis sentie enfermée dans ma vie. C'est quelque chose qui revenait jusqu'à ce que je comprenne que je m'enfermais moi-même, mais bon. C'est-à-dire que ça a marqué ma psyché comme étant ma blessure principale. Et là où je pouvais aussi développer mes qualités, c'est-à-dire des qualités de liberté. Hein. Voilà. C'est un exemple. Il y a des exemples de la 3e matrice, par exemple, où c'est le moment où le col s'ouvre et le bébé apparemment fait un effort pour sortir. Il est avec le corps de la mère. Et parfois, dans certaines naissances, souvent, c'est un temps très difficile de lutte, de douleur, un combat. Ça se fait pas tout seul, quoi. Ça se fait pas tout seul, c'est un combat. Et il y a des gens qui sont très marqués sur cette matrice et qui deviennent des combattants, qui se battent même quand c'est pas forcément le moment. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Qui se battent pour leur survie, mais en c'est fait. ça, oui, c'est se ça. battent pour leur survie. Oui, parce que c'est vraiment le moment du challenge, c'est mort, renaissance. Donc, l'expérience vécue dit, il y a d'abord la matrice 2 que tu évoquais, auquel tu te référais toi, parce que c'est l'enfermement, parce que le col n'est pas ouvert, mais les contractions sont là. Et les contractions coupent l'apport d'oxygène au fœtus et font des pressions qui sont de l'ordre de 50 kilos sur un petit corps de 3 kilos, quoi. Donc c'est un stress intense. C'est pour ça qu'on dit c'est une forme d'enfermement. Oui. Et après, le col s'ouvre. Donc c'est dire au moment, enfin comme on voit dans tout, c'est pas par hasard qu'on retrouve ça dans tous les mythes et dans tous les même la création artistique, au moment où on croit que tout est fichu, qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il y a une issue, c'est un peu un miracle, mais c'est une lutte, quoi. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire. Voilà, c'est le combat des titans. Donc là, ça y va et au bout du tunnel, la lumière. Voilà, énormément d'énergie dépensée. C'est volcanique, c'est le combat contre Saint-Georges terrassant le dragon, c'est les titans, c'est les explosions. Enfin, c'est ce genre de vécu qui est sollicité, quoi, qui émerge à ce moment-là. Puis après, la 4e matrice, c'est on y est arrivé, quoi. On y est arrivé, mais comment on est accueilli aussi? Alors ça, c'est presque l'étape suivante. Et que là, c'est le début de la biographie, on va dire. Et c'est une étape centrale. Alors, il y a le fameux sensation océanique, tout est merveilleux, tout est génial, on flotte. Donc là, c'est la matrice 1. Alors en fait, quand elle est bien vécue. Quand elle est bien vécue, quand elle est bien vécue, ce qui est quand même le cas la plupart du temps. Mais bon. Mais pas toujours. Mais pas toujours, c'est clair. Bah oui, il y a quand même des enfants pas désirés, des tentatives d'avortement. Bien sûr, il y a des guerres, il y a des accidents, il y a des empoisonnements, il y a des maladies de la maman, il y a des deuils. Il peut y avoir plein de trucs, voilà. Le remplacement d'un enfant décédé, un deuil qui arrive pendant la grossesse, etc., etc. Mais donc comment dire, ces matrices, elles sont très différentes les unes des autres, mais elles couvrent pas le même
le même temps. La première matrice, elle dure beaucoup plus longtemps. La deuxième, ça dépend. Ça dépend comment ça se passe. Quand ça se passe mal, le temps paraît infini de toute façon. C'est ça. C'est ça. Il y a des mères qui restent plusieurs jours. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais... Il y a une sensation d'impasse puisqu'il n'y a pas de porte. On est coincé. On est coincé. Bon, la troisième matrice, elle est en général plus courte, mais elle est très intense. Et la quatrième, elle est très courte, mais elle est aussi très intense. Et elle va, comment dire, là, avoir plutôt un marquage positif. C'est le moment de la sortie. Donc en fait, ça crée comme une imprégnation psychique qu'on va pouvoir rencontrer de nouveau dans sa vie, en fait, sur des situations de relations avec les autres, sur des situations conflictuelles avec soi-même, sur des moments de passage différents dans la vie. Ouais, Puis ça peut être un regard différent que ça induit, c'est-à-dire quelque chose de douloureux, une douleur dans la vie, la même douleur, la même perte par exemple, va être ressentie comme un enfermement par certains, va être ressentie comme un combat à mener par d'autres. Donc ça peut aussi éclairer de cette manière notre vie, parce que c'est là avant, c'est là comme première expérience d'être vivant dans le monde. Donc c'est notre référence en fait, quelque part. Référence. Et c'est totalement inconscient. Justement, c'est ça le truc, parce que ça, on peut pas s'en souvenir. C'est très rare, enfin, c'était en tout cas très rare que les gens aient des informations, qu'on leur raconte des choses. Et ce qu'on raconte en général, c'est le vécu de la mère. C'est pas le vécu du bébé, parce qu'on n'a pas idée. Travaux de Groff, ils sont pas tellement connus dans le grand public. On n'a pas idée, puis c'était très mal vu. On pensait que le bébé ne sentait rien jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Oui, de toute façon, oui, jusqu'à Donc je connais quelqu'un qui a été opéré sans anesthésie à 6 mois parce qu'elle sentait rien. Oui, c'est ça. Donc, ce bébé sensible donc, a mémorisé tout ça dans son inconscient, on va dire ça. Donc, ça, c'est l'aspect biographique de la conception quasiment jusqu'à toute la vie. Il y a d'autres territoires, puisqu'on peut, avoir des manifestations d'autres biographies, justement. Alors, est-ce qu'on est dans les vies antérieures? Est-ce qu'on est dans une autre dimension? Alors, c'est laquelle, celle-là? Alors, nous, ça nous importe peu si ce sont des vies antérieures ou pas. Ça appartient à la personne et son interprétation. Mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup de personnes contactent d'autres vies humaines ou d'autres vies animales ou végétales ou minérales. Je peux dire nous, et nous les contactons vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie sensation d'être un lion, par exemple, ou d'être un homme alors que je suis une femme en Grèce en 1600, je ne sais quoi, ou je dis des choses que j'ai vécues, ou d'être une falaise. Donc, il y a une identification profonde à d'autres façons d'être vivant. Et c'est très touchant quand les gens reviennent de leur expérience avec ça. C'est très touchant parce qu'ils n'ont pas de doute. Alors après qu'ils disent vie antérieure ou une autre vie qu'on a contactée. Donc vous disiez qu'en transe, on peut contacter en fait toute expérience humaine ou... Oui, ou pas humaine. Toute conscience. En fait, on met ça, donc biographique, périnatal et tout le reste, on va dire transpersonnel. C'est-à-dire que ça, c'est au-delà de la dimension de la personne elle-même. Donc ça, on entre, là, il y a une liste d'expériences possibles qui est vraiment infinie, parce qu'on peut tout expérimenter. On peut expérimenter le Big Bang, on peut expérimenter la création de l'univers, on peut faire des expériences où on est dans le cosmos, et puis aussi beaucoup, donc ça c'est humain, végétal, minéral, c'est une chose, mais il y a aussi toutes les expériences liées à des choses beaucoup plus abstraites, parce que là on est encore dans du concret. Oui. C'est un truc qui vient, je sais pas, ça vient très souvent, mais régulièrement, c'est la rencontre avec un sentiment d'amour que jamais on a connu, quoi. L'amour inconditionnel. Bon, et les gens, ça les marque à vie, quoi, parce que j'ai jamais vécu ça. Mais comme je l'ai vécu, maintenant je sais que ça existe. Donc ça change tout, même si je le vis pas tout le temps après dans ma vie de tous les jours. Et là, ce sont déjà des expériences spirituelles. Oui, c'est ça. La compassion, toutes les qualités de l'être peuvent être vécues,
bon, des sentiments de gratitude. D'ailleurs, c'est ce qui domine à la fin des expériences. C'est ce que les gens ressentent le plus, quoi. Et ce qu'ils disent beaucoup, c'est tellement des merci à nous, à tous, aux autres. Enfin bon, et ça nous renseigne sur là où ils sont. Quand je dis merci avec les petites lumières dans les yeux, c'est que j'ai été visiter quelque chose ou j'ai été visité par quelque chose qui m'amène à embrasser une réalité à laquelle je n'avais peut-être pas accès de façon aussi expérientielle, quoi, aussi vécue. Il y a le transgénérationnel aussi, cet espace-là, c'est-à-dire qu'on peut vivre, revivre, enfin vivre à titre, enfin comme on pourrait dire jeu, mais la vie d'ancêtres. Oui, je disais le week-end dernier, j'en parlais tout à l'heure, une participante a revécu la mort d'un de ses oncles qui a été un bébé noyé. On s'est débarrassé de lui, elle a revécu ça profondément, c'était terrible. Elle savait qu'il était mort à tel âge, et bon, ça c'est du transgénérationnel. Elle l'a revécu en tant que bébé ? Oui. On peut dire qu'il y a toutes les expériences transpersonnelles, et dans le transpersonnel, il y a toutes les expériences transgénérationnelles, et puis petit à petit, on s'ouvre vers les expériences spirituelles, dont les expériences spirituelles ultimes. Alors ultime, ça veut dire quoi ? Ultime, ça veut dire quand il n'y a plus de sujet, même pour vivre les choses, plus de sujets, plus d'objets. Donc on est dans l'océan océanique, là, on est dans la sensation merveilleuse faire partie de l'univers. Oui, sans qu'il y ait le sujet, donc c'est un peu... Il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu. Groff en parle très bien comme étant les expériences les plus... Alors quand on vit ça, comment on réatterrit alors ? Parce que voilà, on est à la fin des 3 heures, des 4 heures, la musique devient peut-être plus apaisante et bon, retour à la normale, retour à la vie ordinaire. On retourne dans le métro, tout ça. Qu'est-ce qui se passe alors ? Surtout sur une journée. Mais sur une journée, les voyages sont un peu moins longs quand même, parce qu'on ne peut pas faire 3-4 heures chacun, quoi. Donc c'est sur des séquences un peu plus courtes. Et ben là, c'est le moment de l'intégration. Ça, c'est très important. Alors déjà, on laisse le temps à chacun de revenir. Chacun émerge quand il a fini. C'est pas nous qui décidons que c'est la fin. Enfin, c'est vrai que si la musique s'arrête, parce qu'à un moment elle va s'arrêter, où on peut laisser un fond musical, si les gens ont besoin de continuer, on les accompagne encore, voilà. Mais après, donc ce temps, voilà, de ce sas comme ça, progressivement, revenir à la conscience, au contact physique du partenaire, etc. Et après commence ce que nous on appelle l'étape de l'intégration, alors qui va prendre différentes formes. Ce que Groff propose, ce que moi je peux pas faire sur une journée parce qu'il n'y a pas le temps, c'est la réalisation d'un mandala. Alors ce qu'on appelle mandala dans ce contexte-là, c'est sur une feuille de papier où est tracé un cercle, qui est une proposition mais pas une obligation, de laisser venir, de laisser de laisser jaillir quelque chose de son expérience qui va être fait de façon consciente ou totalement dans le lâcher-prise encore, voilà, qui va représenter comme un témoignage en fait du voyage que chacun a vécu. Donc ça, pour moi, ça serait l'intégration du cerveau droit. Et puis après, il y a un temps de parole, de partage, d'élaboration autour de ce qui s'est passé, dans lequel là, nous, les thérapeutes, on est actifs quand même. On est actifs avec nos compétences diverses. Parce que les thérapeutes qui viennent se former avec nous, ils viennent d'univers très différents. Donc, ils ont aussi une grille de lecture ou une manière d'accompagner ce temps-là qui peut varier d'un thérapeute à l'autre. Voilà. Bon. Mais là, qui est une façon déjà d'aider à mettre peut-être du sens, parfois, s'il y a des choses qui sont encore un peu dans la confusion. Moi, ce que je trouve aussi important, c'est que nous, les accompagnants, enfin l'accompagnant, les assistants, les thérapeutes, c'est que éventuellement, on puisse aussi faire témoignage à la personne de ce qu'on a observé. Parce qu'elle, il y a ce qu'elle a ressenti, mais nous, on a vu parfois des choses, parfois on a vu des choses incroyables, et quand les gens font le partage, ils n'en parlent pas du tout. Donc comme si... donc on ne sait pas pourquoi ils n'en parlent pas, mais donc, nous, on va leur restituer. C'est comme si ça leur appartenait, dire voilà, nous, ce qu'on a vécu.
Voilà ce que... À 14h12, tu as eu un sourire absolument extatique. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ça sera à 14h12, mais oui. Nous, on t'a vu un moment, parce que là, tu dis que c'était difficile, mais on a vu quand même ce moment où tu étais dans un lâcher-prise, un total bien-être, ou le contraire. Hein. Bon, un moment où, là, tu avais l'air d'être dans un combat, quoi. C'était quand même quelque chose. Nous, il a fallu qu'on te contienne, qu'on combatte avec toi pour te permettre de sentir tout ça. Et là, c'est bizarre, t'en parles pas. Enfin, c'est un peu gros, là, ce que je dis, mais oui, c'est un peu des exemples comme ça, quoi, de restituer des éléments. Donc, avec ce sentiment océanique, il y a un besoin de transcendance de l'être humain. L'être humain, il a besoin d'être comme ça, en contact, en reliance avec... C'est pas seulement un besoin, c'est un fait. C'est-à-dire que c'est une part de nous aussi. Donc, il y a un besoin, oui, mais c'est le besoin d'être qui nous sommes, en fait. Et nous sommes aussi ça. Et il n'y a pas beaucoup de place dans nos éducations et parfois dans notre monde, rarement dans notre monde, pour qu'on ait la possibilité de le vivre. Hein. Et une transe comme la respiration holotropique offre ça, offre la possibilité de ça. Et personnellement ou professionnellement, je trouve ça magnifique. Donc, en fait, Brigitte, vous accompagnez beaucoup les adolescents. Oui. Vous faites des groupes oui. Pour les adolescents. Et votre truc, la société, elle aide peu les adolescents. Ils sont soumis à l'injonction de réussir, à l'injonction d'être performants, à l'injonction, enfin toutes sortes d'injonctions, et peu de personnes s'occupent de leur découverte du monde. Il y a des initiatives, mais elles sont faibles par rapport aux besoins, surtout que je pense que le monde est de plus en plus complexe. Pour un jeune enfant qui veut grandir dans le monde, il y a parfois des difficultés à trouver du sens, à trouver une direction, à trouver une identité, à trouver son propre désir même. Donc oui, avec Manu Friedli, on accompagne des ados et des jeunes adultes jusqu'à 30 ans même. Et on a voulu offrir la respiration holotropique à ces jeunes. Et ça a dépassé notre désir au départ parce que ça a eu beaucoup de succès. Parce qu'à la transe s'est ajoutée toute une dimension un peu initiatique, de rite de passage, dans du collectif. Et les collectifs que vivent les jeunes aujourd'hui sont largement, pas tous en tout cas, accueillants, ni tous soutenants pour aller dans un sens d'en trouver du sens, justement, d'en trouver qui nous sommes et d'en trouver ce que c'est que l'amour, le lien, alors que c'est un grand thème. Donc oui, encore. Et comme ces jeunes ont beaucoup moins de couches de frustration et de douleur, ils sont très accessibles à la transe. Et ils vivent des très belles choses qu'ils peuvent intégrer plus ou moins dans la vie, parce que c'est là où le bas blesse, on revient à l'intégration. C'est quand on sort d'un stage de respiration holotropique, même le meilleur, c'est pas fini en fait l'intégration. Il y a besoin de temps pour s'entraîner, pour s'entraider. Et pour les adultes et les ados, c'est pareil. Donc vous êtes fait cette promesse quand vous aviez 14 ans, de dire il faut que je me souvienne de mes 14 ans, il faut que je me souvienne à quel point c'est pénible ou que c'est difficile. Oui. Ou que... C'est ça. Quand j'avais 14 ans, je me suis fait cette promesse, puis j'ai oublié, comme il se doit. Et j'avais peut-être plus de 50 ans quand, dans un stage avec des ados, je me suis soudain rappelé que je m'étais fait cette promesse et je me suis dit, je l'avais oublié, mais j'y consens. Et je veux participer à ça. Ça m'a beaucoup occupée, ça m'occupe beaucoup dans ma vie professionnelle d'accompagner les adolescents. Parce qu'ils me touchent, comme sans doute je me suis touchée par ce qui j'étais. Et puis parce que c'est le monde de demain, non d'une pipe, c'est le monde de demain. Pourquoi s'en occupe-t-on pas plus ? Et de plus en plus, ils se replient. Il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement repliés. Ils perdent parfois complètement le contact avec eux-mêmes. Et se retrouver dans un cadre, donc on revient au cadre, avec des adultes qui sont présents, qui donnent un cadre, qui sont suffisamment cohérents, et puis qui sont prêts à l'accueillir et à l'accompagner dans la transe. Ça, c'est déjà beaucoup. Et puis, découvrir qu'on peut être en transe sans substance, pour beaucoup d'ados et de jeunes, c'est extraordinaire. Et je crois que c'est un cadeau à leur faire. Mon fils, qui avait respiré la première fois à 15 ans, était revenu en disant, donc il y a longtemps, était revenu en disant, mais en fait, il n'y a pas besoin de se shooter, le sou, ça suffit. Et oui.
Donc, je pense qu'il y a un grand besoin d'accompagner les ados et les jeunes pour eux-mêmes et puis pour le monde. Parce que demain, tous ceux qui sont enfermés dans leur chambre, ils seront pas là. Hein. Ils seront pas là. Donc il y a la problématique du lien, enfin les adolescents, et puis il y a la problématique de l'amour. Alors c'est quoi l'amour en fait? Parce que dans cette dimension entre la psychothérapie qui arrive à la spiritualité, il y a beaucoup cette question d'amour qui se pose. D'ailleurs dans votre livre, il y a des témoignages sur cette femme par exemple qui se présente comme aimant follement à la folie un homme qui la rejette. Et finalement, grâce à la respiration holotropique, elle se rend compte que elle ne fait qu'aimer elle-même à travers lui. Et donc, alors qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Oh là là. Bon, on a combien de temps? 10 minutes. Bon, non, moi, je ne sais pas si on peut répondre à qu'est-ce que c'est que l'amour, mais on peut peut-être répondre, enfin, dans le cadre de cette émission, à comment ça vient se rencontrer, infuser dans le travail que les gens font avec la respiration holotropique. Parce que nous, on ne professe rien. Nous, on crée un cadre pour que les gens puissent vivre et rencontrer ce qu'ils ont à vivre et à rencontrer. Et nous, on ne sait pas ce qu'ils ont à vivre et à rencontrer au départ. Et en fait, toucher à cette dimension de l'amour va se faire à des niveaux très différents. Bon, le bébé rejeté, mal aimé, pas désiré, etc., maltraité, violenté, violé, enfin tout ce qu'on veut, enfin le bébé ou l'enfant, il n'a pas connu un amour sain. Donc il y a déjà un besoin peut-être de rencontrer quelque chose de l'ordre d'un lien respectueux où les gens nous témoignent tout le temps de ça à la fin des stages, qu'ils ont senti cet amour. Enfin, c'est une des choses, indépendamment de tout ce qu'ils ont vécu, mais de leur expérience globale, même sur une journée, même pour une première fois, c'est d'avoir rencontré un climat où c'était de l'amour, quoi. On a baigné dans de l'amour. Donc, bon, voilà. On a baigné dans l'amour, on a baigné dans un espèce d'accueil inconditionnel. On a baigné dans un accueil inconditionnel qui nous a permis de restaurer quelque chose. Alors chacun a besoin, enfin, le restaure au niveau où il y a eu des manques. Bon, mais c'est vrai que, bon, voilà, il y a ces expériences de réparation dans le niveau de l'humain, de l'humanité, de la relation aux autres. Et puis, il y a, dans un contenant, on emploie beaucoup nos termes-là, de contenant, d'amour inconditionnel, où il n'y a pas de jugement, où tout peut être accepté, entendu, accueilli, et où du coup, ça permet aussi aux gens enfin, ça se fait pas comme ça, ça peut prendre un peu de temps, mais aussi de se réconcilier avec des parts d'eux-mêmes, parce qu'il y a aussi comment je m'aime ou pas. Alors, comment vous vous aimez ou pas, Bernadette, après votre travail thérapeutique? Comment je m'aime ou pas? Alors, en fait, bon, moi, je reformule parce que je sais pas. Enfin, je dirais que je vis bien avec moi et je m'accepte. En ce sens que, parce que aimer, enfin, pour moi, c'est bon, on le dit comme ça, mais comment dire, enfin, c'est la différence entre aimer et apprécier. On peut accueillir même des choses qu'on n'apprécie pas, hein, dans notre travail de thérapeute. Bon, moi, il y a des choses que je peux ne pas apprécier en moi. Je veux dire, je suis pas parfaite. J'ai des zones d'ombre, j'ai des trucs qui me plaisent pas toujours forcément, mais voilà. Mais je peux les accueillir. Donc, je préfère l'expliquer comme ça, parce que dire je m'aime, ça voudrait dire que je trouve que tout est bien en moi. Non, pas forcément. Hein, voilà, enfin, je ferai cette nuance-là. Moi, ce que je dirais, c'est que quand dans les stages de respiration holotropique, il n'y a pas de règle où on doit ne pas juger ou aimer les gens. C'est notre posture et tout ce qu'on travaille depuis longtemps et notre travail personnel qui fait que on peut inspirer cet accueil inconditionnel. Après, l'amour est au début, c'est-à-dire le bébé qui retrouve l'amour et à qui on lui en donne. Et puis l'amour est à la fin, en fait, parce que je repense à cette jeune fille en sortant de sa respiration holotropique, après avoir vécu une naissance, j'ai été sa maman, elle n'avait pas eu de maman, etc. Elle est sortie de cette respiration holotropique toute ouverte en disant « Mais en fait, tout est en amour, tout est de l'amour. La substance est de l'amour. » Et ça, c'est une expérience spirituelle ultime. Mais en réalité, nous tous, nous sommes sur ce chemin. C'est une autre façon de voir le chemin spirituel. On peut le nommer de telle manière, mais l'amour est une manière assez centrale, je pense.
et qu'on expérimente chacun dans nos vies. Moi, je reprendrais bien tous les étages de Jean-Yves Leloup. Il y a des tas de sortes d'amour. Mais tout ça, c'est de l'amour. Et aimer, c'est circuler sur cette échelle. Et parfois, c'est la passion. Et parfois, c'est la tendresse. Et parfois, c'est un petit regard ou un petit contact. Et il est partout, comme disait cette jeune fille. Mais l'amour est partout. Oui. Un contact, je vois parfois, quand on va simplement... on sent qu'il se passe quelque chose. C'est la personne, mais elle se retient encore. Enfin, bon, voilà, Et par exemple, on va poser simplement une main, comme ça, mais de façon très respectueuse. Enfin, quelque chose qui va plutôt apporter quelque chose de l'ordre de la tendresse. Et ça autorise. Et à ce moment-là, les gens vont se mettre souvent à pleurer, quoi. Simplement. Voilà. Donc on ne se centre pas sur l'amour, on se centre sur la présence, sur nos propres corps, sur ce qu'on ressent et sur ce qui se passe là. C'est une espèce de permission d'être soi-même dans toutes nos émotions, dans tout notre parcours. Oui, dans tout ce qu'on est. C'est une grande autorisation. Et moi, si j'aime la respiration holotropique, parce que vraiment, c'est la technique de ce que je connais quand même pas mal de choses, qui autorise le plus, qui offre le plus de liberté, à condition que le cadre contenant soit nickel. Oui, parce que, c'est peut-être quand même important de dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent faire de la respiration holotropique ou de la respiration machin, truc, je sais pas quoi, et enfin, nous, quand on regarde ça, on est juste atterrés, quoi, parce que, tout ce qu'on est en train de décrire, comment pouvons-nous imaginer que ça puisse se faire par Zoom? Donc on peut travailler avec la respiration comme une technique, peut-être par Zoom, mais toutes les dimensions qu'on essaye de décrire là aujourd'hui et dont on veut être les porteurs, les porteuses, enfin, ça peut pas se faire. Oui, il y a un cadre qui est très étudié dans la respiration holotropique, et vous-même, vous allez même encore plus loin que ce qu'avait déterminé Stanislas Grof, pour vraiment véritablement assurer la sécurité des participants. Oui, absolument. Donc la respiration holotropique, elle est ouverte à tous. Alors il y a quand même des restrictions qui sont des restrictions de l'ordre de la santé. Médicale. Oui, voilà. Si on est sujet aux maladies cardiaques, c'est compliqué parce que la respiration va venir aux maladies oculaires. Oui, c'est ça. Il y a quelques contre-indications qui sont assez bien définies. Et puis il y a des contre-indications relatives qui sont plutôt ou circonstancielles, comme la grossesse, où je sors d'une opération et je suis encore... mon corps n'est pas encore complètement rétabli. Ou d'autres circonstances enfin, contre-indications qui sont plus liées aussi au mode d'exercice, c'est-à-dire l'état, la psychopathologie des gens. Donc, dans le cadre des séminaires tels qu'on fait nous, on n'a pas l'espace pour accompagner vraiment des personnes qui seraient trop perturbées psychologiquement, enfin... Et c'est dommage, parce que dans d'autres contextes, sans doute comme a fait Grof, ces personnes pourraient être aidées. Voilà. Mais certainement par des techniques de transe et la respiration holotropique, mais nous, dans un week-end ou une journée... Où les gens repartent chez eux après, reprennent le train. C'est pas privé, c'est pas possible. Hein. Enfin, on l'a fait avec parfois quelques personnes, mais c'est compliqué. Mais s'il y avait des lieux où il y avait une offre de soins qui incluait ça, mais comme ça existait, ça existait, mais bon... Pas beaucoup en France. Et ça serait possible, et c'est sûr que c'est un grand bénéfice. Moi, je connais des collègues qui font ça dans différents pays. Enfin, il y avait une expérience super en Allemagne, mais le psychiatre qui faisait ça a pris sa retraite, ça s'est terminé, c'est très dommage. Voilà, c'est une question de personne, en fait. Quelqu'un qui va installer ça. Il faut qu'il y ait une structure, il faut qu'il y ait une prise en charge qui déborde du cadre de la séance ou du stage, si c'est un stage, quoi. Très bien. Alors, est-ce que vous avez dit tout ce que vous vouliez dire? On peut peut-être parler du livre de Stanislas Grof, La voix du psychonaute. Alors ça, c'est un peu son encyclopédie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, Grof a eu un AVC il s'en est bien sorti. Intellectuellement, tout va très bien, mais le centre de la parole a été affecté. Et donc, il ne peut plus faire de conférences. Il adorait ça. Enfin, il était incroyable. Bon. Et donc tout ça, c'est très compliqué pour lui. Et il se trouve que juste avant, en 2017, il a fait toute une série d'émissions aux États-Unis. Il y avait 16 émissions, vous savez, comme des webinaires, sur des thèmes bien précis. Et tout ça a été enregistré.
Et donc Brigitte, sa femme, dit mais pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un livre? Donc c'est ça qui a donné naissance à ce livre qui s'appelle ces livres, parce qu'il y a deux tomes, La Voix du psychonaute. Donc pour le moment, le tome 1 est paru et le tome 2 en français. C'est paru dans plein de langues, mais bon, en anglais ça existe, les deux existent, mais en français le deuxième sortira en 2025. Et c'est vraiment absolument passionnant à lire. Voilà. Toute la science. Là, il nous donne ses 60 ans de recherche. Ça fait 60 ans de recherche et puis de culture. Il a éminemment cultivé. Tout ça réuni en 2 tomes. Vraiment, on en apprend énormément sur la conscience. Les voyages qu'on peut faire, c'est absolument formidable. Je crois que ça fait 850 pages, si je ne m'abuse. Voilà. Et puis, je voulais souligner aussi que vous avez écrit un livre, Brigitte Chavas, qui est un livre d'exercices pour les groupes, pour l'animation de groupe, que ce soit des cours de théâtre ou autres, et qui est absolument formidable. Donc, quand on veut animer un groupe, qu'on a amené à animer un groupe, que ce soit de théâtre ou autre, il y a des exercices qui sont absolument magnifiques. Donc, je voulais vous remercier. Il se trouve que j'utilise ce livre quand je donne des cours de théâtre. Merci. J'ai eu du plaisir à le faire. On me pousse pour faire un tome 2. Il y a déjà 80 exercices, c'est pas mal. Oui. Je ne les ai pas encore tous faits. Et donc, c'est des exercices que vous avez... Je les ai récoltés au fil de ma vie, en fait. Il y a déjà 20 ans que je voulais le faire, ce livre, puisque finalement, on a fait l'autre. Oui, moi, j'aime le groupe. J'aime le travail de groupe, j'aime être en groupe. Je trouve que c'est très riche, j'aime tous les collectifs. Et en ayant fait du théâtre, de la thérapie, de la formation, comme j'avais toujours beaucoup d'exercices, on m'a poussé à les rassembler. C'était un travail important. J'ai été aidée par Alain Barbier. Bon. Ce livre paraît précieux pour pas mal de monde. Je suis contente. Il s'appelle comment déjà Animer un groupe, 80 exercices, jeux et rituels. Exactement. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'invite tous les spectateurs à respirer dans un cadre de sécurité avec la respiration holotropique. Et donc, on peut vous retrouver, bien sûr, il y a toutes vos coordonnées en dessous la vidéo. Je vous remercie je remercie tous les auditeurs. Et donc, je vous dis à bientôt sur le plateau d'ABC Talk. Abonnez-vous à ABC Talk. À bientôt dans les Virtuoses de l'hypnose.